Allez, c'est vous qui commence? Ouais, je commence. Tu commences, Émilie? Ah oui, ne dis pas bonjour. C'est comment ça? Ouais. Ah. Oui, mais ça devrait aller. Bonjour à tous et toutes d'être là ce soir pour notre réunion publique pour aborder la question d'un abattoir de volailles, la suite des déclarations de Delpera et Lafitte d'augmenter de mettre en place des contraintes d'effectifs d'animaux, notamment pour accepter les éleveurs pour abattre leurs canards dans leurs abattoirs, ce qui met en difficulté beaucoup de petits éleveurs et conserveurs qui passaient par ces abattoirs et qui du coup qui vont se retrouver sans solution pour abattre leurs canards. Donc on est là ce soir pour éventuellement étudier des pistes alternatives pour faire face à ces décisions. Donc Julien va commencer par présenter le contexte de tout ce déroulé. Bon, bonsoir à tous. Je pense que la plupart des gens sont au courant de ce qui s'est passé dans les abattoirs fin septembre. Alors, on a tous reçu un courrier de l'un ou de l'autre, de nos chers copains qui sont installés à Gibrette et à Montaut, où en fait l'un pour Delpera a annoncé sa restructuration. Donc nous les avons rencontrés assez rapidement suite à ce courrier. Et dans cette restructuration, ils parlent notamment de la fermeture de deux de leurs abattoirs qui tournent dans le corps pour une partie. Donc l'abattoir de Vic-Fezensac et de la Pommeraye en Vendée. Donc ceux-là, ne nous concernent pas. Mais par contre, Vic-Fezensac, oui, parce que l'abattoir de Gibrette a une capacité annuelle à peu près de 4 millions, voire 5 millions de canards tournant à plein pot. Et en fait, jusqu'à présent, il tournait à 50-60%. Et en fait, le couperet n'est pas passé loin pour le fait que toute l'activité soit portée sur l'abattoir de Vic. Et en fait, ils se sont rabattus sur celui de Gibrette pour des questions de logistique et aussi de position de la production, parce que l'épicentre il est ici, malgré tout, et la question logistique, c'est que l'abattoir de Vic n'était pas agrandissable. Donc, vu qu'ils ont été contraints à l'agrandissement, ils se sont rabattus sur le seul qui était possible. Donc, ça m'est suivi dans ce courrier l'explication et l'énumération des mesures qu'ils allaient prendre qui seraient effectives donc, au 1er avril. Donc, une taille de l'eau minimum à 400 canards et réduite à 250 pour les historiques. Sachez que ça tombera vite pour monter à 400 dans les quelques semaines qui suivront, ils ne vont pas attendre longtemps. Les prestations ne pourront plus être divisées dans l'eau, donc c'est-à-dire que si vous amenez 400 canards, vous pourrez en récupérer que 400 entiers éviscérés ou découpés, mais pas un tiers de chaque si vous avez envie, chose qui était possible jusqu'à présent. Ils imposent de plus un transport dédié, donc basé sur aucune réglementation européenne ni quelconque exigence d'administration. Donc c'est pure foutaise. On s'est renseigné, il n'y a pas de texte qui l'impose. La seule mesure qui a été prise et qui est le texte qui fait foi aujourd'hui et qui fait loi, c'est le texte de biosécurité qui avait été signé en 2016, donc sous Stéphane Le Foll, qui s'appelle la réglementation de transport et biosécurité transport, donc qui définit des règles de nettoyage et désinfection des véhicules, qu'ils soient des tracteurs agricoles avec leur remorque à l'abattoir ou des camions, les règles de circulation et de protection et de sécurité, donc avec les bâches et tout ce qui s'ensuit. Ça a permis d'harmoniser les règles entre tous les acteurs. Et aujourd'hui, donc,
Cet abattoir qui se veut devenir un abattoir de taille industrielle impose un véhicule dédié uniquement à ça, donc logiquement un camion. Les véhicules particuliers ne sont pas autorisés, donc ceux qui pensaient faire avec une remorque continue comme ils faisaient, bon, je ne sais pas comment ils avaient fait pour porter 400 canards avec la remorque, mais bon, avec la voiture c'était pas possible. Donc ça sera forcément du camion, ça va obliger aujourd'hui soit à passer par des transporteurs, donc ne vous attendez pas à ce que les prestations actuelles restent au même prix dans 6 mois. Apparemment il y a déjà des annonces d'augmentation de prix dès le mois d'avril 2025. Donc on entend parler de chiffres jusqu'à 90 centimes par tête. Donc pour on va dire un gaveur moyen, 10 à 15 000 canards par an, bon, c'est que 6, 7, 8, 10 000 euros qui s'échappent de plus. Comment? Il y en a un moyen. Mais bon, je prends une règle moyenne. Moyenne, on parle aujourd'hui de 65 centimes par animal. Ils imposent aussi de nouvelles règles sanitaires, donc si je ne me trompe pas, des prélèvements salmonelles en élevage. Donc ça fera passer les lots positifs en fin de journée. Et ensuite, si je me souviens bien, dans les grandes lignes, il reste un dernier petit truc. Ah oui, le jour d'abattage, donc, qui maintenant sera à leur bon vouloir. Donc c'est-à-dire que vous ne pourrez plus vous organiser. Ça sera en fonction, eux, de leurs exigences à eux. Donc s'ils ont envie d'abattre tous leurs canards le lundi, ils abattront tous leurs canards le lundi. Et après, ils laisseront les miettes aux autres. Ce sont les lignes principales pour Delpera, pour la FIT. Donc augmentation des forfaits d'abattage, augmentation des prix d'abattage. Et même pour les découpeurs, il y a des augmentations de prestations. Donc généreusement, ce forfait de 150 € a été réduit à 120, pas dans la semaine qui a suivi, mais presque. Bon, ça veut dire que si vous baissez de 30 € comme ça, c'est que vous n'en avez pas besoin en fait. Un simple calcul rapide nous fait dire que ça lui fait gagner entre 1 million et 1 million d'euros par an minimum, ce forfait à chaque lot du côté producteur. Si on parle du côté découpeur, découpeur ou reprise de transformation, c'est au moins un tiers, donc au bas mot, c'est 1 million d'euros récupérés sur l'abattoir. Est-ce qu'il en avait besoin? Je ne sais pas, mais je ne crois pas qu'il perdait beaucoup d'argent. Même si l'activité d'abattage est réputée être déficitaire, je ne suis pas persuadé. Ils n'ont pas tous fait faillite par le bon vouloir de ces gens-là. Ils ont surtout fait faillite, les abattoirs qui ont existé dans le passé, pour d'autres questions, que ce soit de fonctionnement, de prix de prestation et de concurrence. Aujourd'hui, quand on élimine la concurrence, on est capable de poser le prix qu'on veut. Donc ça veut dire qu'à terme, s'ils veulent passer la prestation de découpe d'abattage à 10 € par canard, ils le feront. Ça veut dire qu'on sera de nouveau pris dans un goulet d'étranglement qui s'appelle le caneton et l'abattage. Aujourd'hui, on a perdu la maîtrise sur le caneton, donc on n'a plus que 2 couvoirs principaux et qui font 99% du marché. Nous sommes captifs de ces gens-là, il faut le savoir. Et demain, nous serons aussi captifs de nos abattoirs. S'ils décident de continuer à serrer les taux sur la production, on finira tous croqués et simple exécutants pour ces gens-là. Alors je ne sais pas si c'est ce que vous souhaitez, mais c'est la résultante. Dans les productions laitières, c'est arrivé. Dans les productions, tout ce qui est type intégration en volaille, notamment volaille standard et label, pour ne citer qu'elle, c'est ce qui est en train de se passer encore dans le sud-ouest. LDC a racheté, pas la majorité des abattoirs, mais presque. Ils sont maîtres sur le marché. Ils ont aujourd'hui tué le poulet label dans les langues. Les effectifs en poulet, c'est plus qu'un tiers de ce que c'était il y a quelques années. Et c'est pas faute d'avoir des gens qui auraient envie de produire éventuellement si ça rapportait assez, mais en fait ils ont fait en sorte que cette part soit réduite à la portion congrue.
Quand on décide de laisser dans les rayons pour le poulet label des Landes un petit rayon de même pas un étage, et qu'à côté de ça on inonde le rayon pour les standards et de louer, on connaît la démarche. La simple démarche, c'est de privilégier une zone de production par rapport à une autre. Donc ils feront la même chose avec le canard. C'est le terme, c'est à la fin d'un contrôle de la production, ils seront maîtres sur le territoire et à partir du moment où ils organiseront la production, ils organiseront aussi totalement l'importation. Et là, on n'aura plus le mot dire. Ils auront déjà tout. Donc voilà. Il n'y a pas eu assez de grippe aviaire pour promener les canards et maintenant il va falloir désinfecter les gibrettes pures et d'en haut. Bon, je sais pas, il paraît que les parcelles irriguées donnent Pas grand chose. Ah non, mais. Mais non, mais c'est. Enfin, moi, je pense qu'il y a un tournant. Et il était amorcé avec la grippe aviaire. Les deux premières, elles étaient surtout économiques, elle les a bien arrangées. Elles ont permis ces deux grippes aviaires de faire une restructuration, comme ils appellent. Bon, ça a permis surtout de concentration des acteurs. Ça n'a pas forcément amélioré la situation des producteurs en général. La suite, c'est que finalement, plus on perdra de moyens de comparaison, et plus on pourra continuer à mettre de la merde sur le marché. Donc je ne dis pas que les producteurs font mal le travail, je dis surtout que les produits transformés, le seul objectif c'est la rentabilité. Donc après, tout ce qui est le patrimoine culturel, le goût, et j'en passe des meilleurs, et ça passe aussi par la vitalité des territoires, c'est la mort de nos territoires. Donc si on a envie que nos paysages, nos écoles, tout ce qui tourne autour de nous, que ce soit les activités salariées, les entreprises, les artisans, etc., si on perd le pilier de l'économie chalossaise, eh bien, je ne donne pas cher dans notre territoire. J'en ai vu des déserts, c'est pas beau à voir. Quand on passe dans le centre de la France ou autre, j'ai eu la chance de me promener, si c'est un peu appelé ça une chance, dans des secteurs, des anciens secteurs industriels comme autour de Nevers ou comme ça, ben, franchement, ça ne donne pas envie. Ce sont des mourants. On a encore une dynamique, si on ne joue pas la carte de mer, je ne sais pas ce qu'il restera. Tu veux intervenir le conservateur. Merci bien pour ce triste paysage décrit. On vous propose maintenant de faire intervenir les conserveurs qui sont présents ici pour la maison Paris. C'est pas Madame Lesbourg. Là-bas. Si vous voulez venir à la table éventuellement pour intervenir, et Monsieur Viol pour la coopérative foie gras de Chalosse. Donc voilà, si vous voulez nous dire les incidences que tout ça peut avoir sur vos entreprises. Sur les coopératives, oui. Oui, donc Richard Viol, coopérative foie gras de Chalosse. Je pensais voir mon collègue néanmoins directeur ce soir me brancher, mais c'est moi qui vais m'y coller. Il ne m'avait pas forcément prévenu que je devrais intervenir. Concrètement, on a subi les mêmes évolutions que vous depuis 2 mois avec les annonces des 2 abattoirs. La FIP, ça s'est précipité. On a eu écho d'un courrier qui circulait sur le terrain, que nous-mêmes n'avions pas eu en tant qu'entreprise, qui nous a été communiqué par les producteurs, dans lequel ils faisaient acte du forfait de 150 € par lot, et d'autre part des augmentations poste par poste, que ce soit pour l'abattage, l'éviscération, etc. Donc je ne vais pas vous livrer un secret en vous disant que ce qui impacte les producteurs de la coopérative, ils sont environ 35 gaveurs de la coopérative. Ce qui impacte les gaveurs de la coopérative impacte leur groupement, entre guillemets,
puisque c'est la même poche, entre guillemets, hein, c'est leur entreprise. Donc concrètement, on se retrouve avec une augmentation du coût de l'abattage chez Lafitte de l'ordre de 25%, puisque nous, on abat les canards chez eux, on les fait éviscérer, il y a des augmentations immenses sur l'éviscération, on fait traiter les gésiers chez eux, et le forfait, lot par lot, entre guillemets, s'applique. D'ailleurs, la baisse de forfait qui a eu lieu d'une semaine à l'autre, de 150 € à 120 € a été compensée assez largement par d'autres augmentations sur les postes éviscération, gésier et compagnie. Donc au final, pour nous, coopératives, l'ancienne formule était moins pénalisante que la nouvelle. Bon, c'est un détail. Donc grosso modo, puisqu'on a travaillé aujourd'hui dessus avec les collègues, on se retrouve avec une augmentation du coût de l'abattage chez Lafitte entre 50 centimes et 1 € par canard. Deux possibilités pour nous, le laisser à charge des producteurs, donc diminution de marge, ou le prendre en charge au sein de la coopérative et donc aller chercher des marges auprès du consommateur. On a retenu la seconde option, mais c'est un pari sur l'avenir, entre guillemets. Aller chercher des marges jusqu'à Noël, ça devrait être faisable, si le sanitaire nous fiche la paix. Après, à partir de janvier, c'est moins sûr qu'on puisse maintenir des prix permettant d'amortir ce coût. Nous avons rencontré à la maison Lafitte Benoît Branger, directeur, et Jean Lafargue, président de la coopérative. Il n'est rien en sorti positif de ce rendez-vous. Voilà. Nous avons des relations privilégiées depuis 20 ans avec la maison Lafitte. Et malgré tout, il n'est rien ressorti de neuf de ce rendez-vous. Concernant Delpera Gibrette, on a des très bonnes relations avec cet abattoir également. On travaille au quotidien avec eux. On a très rapidement sollicité un rendez-vous quand le courrier est sorti, annonçant le minimum de 400 canards, potentiellement révisables à 250 pour les historiques, le tracteur interdit, etc. Donc on a demandé un rendez-vous le jeudi, on se voyait le lundi avec la direction. On a eu une bonne écoute, ils ont entendu toutes nos remarques sur différents points. En termes de fonctionnement, on a de moins en moins de lots à moins de 250 canards, puisqu'on a la chance de faire partie entre guillemets des historiques, mais combien de temps ça va durer, on ne sait pas. Néanmoins, c'est une gêne, il n'y a pas de raison entre guillemets que les petits producteurs qui font l'histoire du territoire ne puissent plus abattre dans ces outils. On en est conscient. Et on a aussi quelques producteurs encore qui transportent les canards eux-mêmes, avec des remorques de grande qualité et de grande capacité, nettoyer, désinfecter à l'abattoir, qui vont être confrontés aux problèmes. Voilà. On a insisté sur ces points auprès de la direction qu'on a rencontrée. On lui a expliqué qu'il fallait trouver des solutions, que l'enjeu territorial était majeur, mais bon, voilà, on attend de voir comment ça va évoluer d'ici mars-avril prochain, où tout ça se mettra définitivement en route avec la fermeture de Vic et de la Pommerie. Voilà pour ça. Dans le prolongement, ce dont on faisait part à Angèle Debiard, donc de la maison de Delpera, quand on l'a rencontré, on lui expliquait qu'on avait un problème relativement similaire avec le transport, puisque le monde du transport se réduit également comme peau de chagrin. La sélection, l'abattage, le transport aussi. On a, vous le savez comme moi, quasiment plus qu'un seul intervenant sur le département, auquel on peut ajouter la Clima Palmier Voyage. Mais vraiment, le transport, ça devient compliqué. Ce qu'on leur expliquait, c'était que le transporteur actuel ne pouvait pas tout faire aujourd'hui. Si demain, ils excluaient la possibilité que les producteurs se transportent leurs propres canards à l'abattoir, on serait confronté à un problème encore plus grand. Voilà. Ils ont entendu, j'espère qu'ils écouteront et qu'ils trouveront
qui laisseront la porte ouverte entre guillemets à des solutions intermédiaires, puisque le propos de départ c'était pas de tracteur, transport dédié. Bon, est-ce qu'il y aura des solutions intermédiaires? Je ne sais pas. Donc voilà, donc tout ça pour résumer entre guillemets l'impact pour la coopérative et donc pour les producteurs de la coopérative. C'est des coûts, des difficultés, des contraintes qu'il va falloir répercuter et essayer de surmonter. Voilà. Et encore une fois, ce ne sont malheureusement pas les seuls. Hein. La génétique, le transport, l'abattage, etc., etc. Bonjour, Marie de la Maison de Paris. Bon, je vais rejoindre les propos qui ont été dits. Pour nous, ça a un fort impact. Ça a 3 gros impacts majeurs, on va dire. Alors, premièrement, pardon, je tenais à m'excuser, je vais devoir partir. Donc je ne pouvais pas rester jusqu'à la fin, donc je m'en excuse. Donc ça a un impact économique majeur important parce que, comme ce qui a été dit avant, c'est que ce qui impacte le coût de production, nous, on est obligé de... Enfin, obligé. On le prend en charge également parce qu'on ne peut pas se permettre que les producteurs aient une marge qui soit diminuée parce que sinon c'est la mort d'une filière. Donc bien entendu on le répercute, sauf que nous on n'arrive pas à le répercuter derrière. Et même jusqu'à Noël, nous on est assez inquiets parce qu'on a bien peur qu'on n'y arrive pas. Le cours du canard mort est en train de s'effondrer. Donc pour nous ça a été un peu la douche froide quand on a vu l'augmentation de ces charges-là, parce qu'on est obligé de le prendre en compte, mais on n'arrive pas à le répercuter. Et c'est pas les seules charges qui arrivent, il y a le sexage, il y a plein de choses qui se rajoutent. La vaccination. Et ça commence à être très compliqué pour nous de le répercuter à nos clients, aux consommateurs finaux. Donc on se retrouve un peu pris en étau dans toutes ces augmentations-là. Après, pour nous, ça a un impact idéologique, parce qu'on est assez attachés et on travaille depuis des années avec des producteurs qui ont parfois 100 canards, parce qu'ils s'en gardent une partie, 200 canards, 250, il y en a qui en ont plus de 250, qui peuvent aller jusqu'à 400 ou 500, mais on a beaucoup de personnes qui nous portent un nombre de canards qui peut paraître faible pour certains. Et c'est ce qui correspond le plus à nos valeurs, à ce qu'on a envie de défendre, parce que comme ça a été dit avant, c'est ce qui crée le pilier de notre territoire et sa richesse tant économique que humaine. Donc si à terme ça devient trop compliqué d'abattre ce type de lot, c'est la fin d'un système que pour l'instant on a envie de préserver. Puis c'est aussi un impact pour nous en termes de qualité, parce qu'on préfère, ou en tout cas on sait travailler 3 petits lots de 200 canards, et on va préférer avoir 3 petits lots de 200 canards plutôt qu'un lot de 600, parce que pour nous, en tout cas, on va pouvoir, en fonction du producteur, savoir ce fois-là on va pouvoir le travailler de telle façon, ce fois-là on va plus le réserver à certains clients. Donc pour nous c'est une plus-value et c'est un atout en termes de qualité. Donc voilà un peu les points négatifs de ces choses-là. Ou pareil, on l'a découvert pas directement, on n'en a pas été informé directement. Donc si le paysan, on avait reçu le mail, mais la fuite on l'a appris par des biais. Donc on subit la chose et il faut à tout prix qu'on arrive à trouver ensemble des solutions, parce que je pense que seul on ne pourra pas trouver de solution, parce qu'un abattoir c'est d'énormes contraintes. Il y a des réglementations européennes qui sont en train d'être revues sur le sujet qui peuvent aussi engendrer des conséquences dans le futur. Donc il faut à tout prix qu'on arrive collectivement à trouver des solutions pour qu'on puisse faire perdurer des élevages en chalosse élargique. Voilà. Il y a Eric aussi pour la COPAC éventuellement. Vous êtes fortement impacté. Oui, nous aussi, oui. Mais au même titre. Au même titre que vous. Si vous voulez prendre la parole, je sais que la maison Bartouille aussi qui est présente. Ce soir, la COPAC, peut-être un petit mot. Et ensuite, on va vous laisser la parole. Je reprendrai le micro après. Oui, mais j'ai pas grand-chose à rajouter sur ce qui a été dit. Alors nous, on a pas mal de petits producteurs et on a des producteurs qui divisent leur lot, qui ont plusieurs débouchés en fait. Et en fait, on a des petits conserveurs qui
qui travaillent des lots de 50 à 150 canards. Et là, ça pose des problèmes majeurs pour ces conserveurs-là. Donc, ils ont un flux régulier toutes les semaines. Et ces coûts, notamment le forfait chez Lafitte, parce que nous, on a, je pense, 80 ou 90% du volume chez Lafitte. On est moins impacté donc chez les Perra. On a quand même quelques producteurs, mais la masse des volumes sont chez Lafitte. Et le forfait, ça engendre de suite 2-3 euros de plus par canard. Donc ça répercuté sur le client final, quand on est sur un produit frais, ça pose problème de suite. Sur un produit transformé, peut-être qu'il y a la valeur ajoutée, on peut le diluer peut-être un peu plus facilement. Mais malgré tout, le fait qu'il y ait des petits volumes, on se heurte vite à ces problèmes de coût. Bon, ça rajoute, je vais répéter ce qui a été dit, l'eurosexage, le désengagement de l'État par rapport à la vaccination, les coûts de transport, l'abattage, on est à un tournant. Je ne vous le cache pas. Là aujourd'hui on est à un tournant, je pense qu'il y en a qui vont baisser les bras. Voilà. Alors quelle est la taille aujourd'hui dans l'eau, enfin quelle est la taille sur laquelle on peut vivre, je ne sais pas. Mais ça ne va pas dans le bon sens. Voilà. Et les solutions, on a essayé de négocier avec l'entreprise Lafitte, on n'a pas pu obtenir grand-chose, si ce n'est une révision un petit peu du forfait, un petit peu à la baisse. En fait, c'est une répercussion sur l'aval du forfait. Donc, le producteur est légèrement moins impacté, mais malgré tout, le coût est là. Les 25%, c'est factuel, c'est clair, ils y sont. Voilà. Après, on n'a pas de solution miracle. Aujourd'hui, il y a des outils, il y a des abattoirs qui... Bon, moi, j'ai un peu d'ancienneté, j'ai vu les abattoirs se fermer les uns derrière les autres. Il y en a qui se sont cassés les dents avec les abattoirs, c'est pas simple. Il y a la problématique de la main-d'œuvre aujourd'hui. Quand on est un abattoir, c'est pas simple. Fidéliser une main-d'œuvre dessus, c'est pas simple. Bon, tout ça, on a échangé. On a la chance, malgré tout, d'avoir 2 abattoirs sur le secteur. Bon, l'un, malgré tout, il évince les petits producteurs, ce qui est dommage. L'autre laisse une porte de sortie. Voilà, qui ne nous correspond pas, mais bon, voilà, c'est une solution qui ne nous convient pas, on l'a bien dit. Mais on est captif. On est captif, on ne peut pas, voilà, on peut pas aller à l'affrontement parce qu'on n'a pas de solution de repli. Donc on est obligé de subir. Voilà ce que je peux dire moi, pour la Copa. Est-ce qu'il y en a qui veulent intervenir en tant que producteurs dans la salle? Le but de ce soir, c'était justement de vous entendre aussi, de faire remonter donc les problématiques qu'on a vues côté conserveur et vous directement côté producteur, et ensuite de trancher un peu avec le discours de Julien, mais justement de ressortir avec un peu une feuille de route et de savoir si on se met quelque part au boulot, si on se serre les coudes pour que notre filière traditionnelle de qualité ait un espoir demain. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on met comme plan d'action en place à l'issue de cette réunion. Mais avant, j'aimerais peut-être savoir si des éleveurs veulent prendre la parole. Ou si tout a été dit. Michel. Attends, Michel, j'arrive à te porter le micro. Oui, je veux poser des questions. C'est quand ils ont créé leur abattoir, Del Perra et Lafitte et compagnie, combien d'argent ils ont touché des pouvoirs publics et des collectivités? Est-ce qu'on n'a pas quelque chose à faire là-dessus avec les politiques pour qu'ils foutent un peu de pression à ces gens-là qui font de l'économie ils ne savent pas gérer leur boutique en plus. Voilà, je pense qu'ils ont un devoir ils ont un devoir par rapport à nous. Quoi. Alors, Michel, je vais te répondre. C'est pas compliqué, Lafitte c'est un privé, donc l'État n'a aucun pouvoir. L'État n'a aucun pouvoir chez Lafitte, c'est un privé, donc il n'a aucun pouvoir de décision dessus.
Oui. Oui, mais quand bien même, ils nous ont expliqué que vu que c'est un lieu privé, ils sont libres de faire les choses qu'ils veulent. Autre point pour l'Elpera, c'est une coopérative, c'est le conseil d'administration qui a décidé. Dixit Pierre Armand, lors de notre rencontre. Donc finalement, on est tombé face à des murs et les discussions, c'était stérile. Donc circuler, il n'y a rien à voir. Les seules choses sur lesquelles on pourrait gagner, en fait, c'est quelque part sur une entente illicite. Une entente sur les prix. Ce sont des règles européennes, c'est s'engager dans des procédures sans fin et qui pourraient durer des années et qui finalement ne changeront rien. On sera toujours captif et toujours tributaire de ces gens-là et de leur bon vouloir. Donc après, je ne sais pas si vous savez comment ils font quand ils veulent éliminer quelqu'un. Ben en fait, vous vous retrouverez avec les heures d'abattage les plus mauvaises, les conditions d'abattage les plus mauvaises. Vous allez souvent passer soit en début de nuit en plein été par exemple, ou alors vous risquez de vous retrouver avec des canards à germe en fin de journée. Ils savent le faire. Quand ils décident d'éliminer quelqu'un, ils savent le faire. Ça, il n'y a aucun problème. Julien. Oui, moi ce que je voulais rajouter aussi, c'est qu'on n'a pas fait un peu la chronologie, Julien a rappelé ce qui s'était passé, mais nous, parallèlement, les deux syndicats, la Confédération Paysanne et le MODEF, ont pris les devants également et rencontré forcément les représentants de Delpera. On a aussi pris les devants avec un rendez-vous à la DDETSPP, pour le volet sanitaire et notamment sur l'abattage. Et en parallèle, vous savez qu'avec Émilie, on siège à la session de la Chambre d'agriculture sur le fait qu'on a abordé ce sujet-là au lendemain de la décision qui a été prise. Et la résultante des propos des producteurs, du membre du CA de Maïsadour sont assez aussi choquants, sachant que circuler, il n'y a rien à voir sur cette problématique-là. Et que, en parallèle, il faut que notre production de palmipèdes évolue aussi, c'est ce qu'on nous a répondu. Donc les choix ont été faits. Vous l'avez dit, on est pris en étau. Mais la question de l'abattage devient aussi une question centrale et un enjeu pour l'agriculture en règle générale. Notamment la Confédération Paysanne travaille au niveau national sur les abattages mobiles pour les bovins et pour les autres éovins. Et la question centrale se trouve là aujourd'hui, ici dans le département des Landes, avec une décision arbitraire de Delpera en l'occurrence. Et donc l'idée de se réapproprier l'abattage, c'est aussi de se réapproprier son outil de production et la continuité qui va de notre travail en l'occurrence. Et ces questions-là, elles sont essentielles à mon avis dans une société de demain qui tend aussi à faire valoir un bien-être animal. Et je suppose que vous, en tant que producteur, c'est aussi des choix qui vont compter pour demain, pour préserver à la fois votre éthique et votre qualité, et aussi la qualité du bien-être animal, mais moi aussi je parle de la qualité du bien-être de l'éleveur. Et les outils d'abattage de demain, on sait à l'heure actuelle les problématiques qu'il y a dans les abattoirs, et vous l'avez évoqué notamment de main-d'œuvre, mais que sont devenus nos abattoirs aussi en 20 ans? Et je sais que syndicalement, le MODEF, on a toujours porté aussi une vision de l'agriculture et donc une vision de cette industrialisation avec forcément un travail à la tâche derrière dans les usines qui ne correspond plus non plus à un modèle de société de demain. Et donc si on doit créer un outil d'abattage et d'abattoir demain, il faudra prendre en considération tout ça, et la main-d'œuvre et l'outil de travail seront pensés complètement différemment que ce qui ne l'est actuellement. Et ça, en fait, ça va devenir une force aussi. Il faut se dire que si on construit quelque chose aujourd'hui, il faudra que ce soit différent, il faudra qu'on se soit attractif et que tout le mode de fonctionnement puisse avoir une vision du travail différente que le travail actuel des abattoirs. Je crois que ça, c'est essentiel de le rappeler, parce qu'en fait, votre outil de production, il sera basé sur une vision économique complètement différente. Et pour en revenir à l'économique, et à ta question, Michel, c'est bien sûr qu'ils ont reçu des aides publiques de l'État. Et bien sûr que demain, ils continueront à toucher pour leur modernisation de leur outil de travail. Mais nous aussi, en fait, on a une possibilité de trouver des solutions dans la modernisation, comme ils disent, de notre outil de production.
Il faut se structurer, il faut imaginer quelque chose, c'est pour ça qu'on est là ce soir. Mais les aides publiques, quand on sait que dernièrement une enveloppe a encore été attribuée de plus de 100 000 €, je crois, par la région Nouvelle-Aquitaine sur l'usine de Delpera à Saint-Pierre-du-Mont, et ça, si je ne dis pas de bêtises, c'était courant printemps, donc 100 000 € rien que par la région. Nous aussi, en tant que producteurs, si on arrive à créer quelque chose, un outil en commun, où je ne sais pas quelle sorte ça peut prendre, et c'est à vous de décider ce soir, mais derrière, dans tout ce que je vous ai dit, dans une adaptation à l'abattoir, à l'abattage, dans une adaptation à la pénibilité du travail dans ce monde-là, dans une adaptation au bien-être animal, tout ça, forcément, c'est finançable. Et ça peut être finançable, et les politiques publiques sont quand même de plus en plus sensibles à ça. Et c'est ça qu'il faut aussi avoir en tête. Certes, on est au pied du mur, on a l'impression que l'avenir va être morose, mais il y a quand même encore un peu d'espoir et des solutions à trouver. Je vais juste continuer là-dessus. Je pense qu'on a la chance d'avoir globalement des politiques au niveau local qui nous soutiendront, des communautés de communes et autres qui nous faciliteront un certain nombre de démarches, tout comme au niveau sanitaire et réglementaire au niveau de la DDEPP, des facilités pour trouver soit un lieu de création de l'outil, soit de reprise ou de réhabilitation. On a la chance politiquement d'avoir le vent dans le dos pour repartir de zéro sur un outil. C'est quelque part la lueur d'espoir qu'on peut avoir, c'est si on est capable de s'entendre sur un objectif à venir, ben, ça pourra peut-être motiver quelques-uns à nous rejoindre et à pérenniser aussi notre territoire. Moi, je ne veux pas être l'avocat du diable, mais... Attends, micro. Didier aussi. Oui, mais je vais parler après, c'est pas très bien. Oui, Julien, moi je suis des deux côtés, parce que je suis producteur et je vais devoir vous quitter tout à l'heure parce que je charge des canards ce soir dans un camion. Et moi je veux enlever de l'idée de la tête de tous ceux qui sont ce soir l'idée de petits producteurs. Parce qu'un gaveur qui fait 5 canards toutes les semaines, c'est tout sauf un petit producteur. Globalement à l'année, ça fait des volumes totalement respectables. Et je rejoins ce qu'a dit la société Paris tout à l'heure. On peut être fier de ces lots parce que c'est là qu'on a la meilleure qualité, la meilleure maîtrise, un approvisionnement régulier à la semaine. Donc voilà, on est tout sauf des petits producteurs quand on fait 5 canards toutes les semaines. Et c'est totalement respectable et autant. Et ça apporte une meilleure image de marque au produit que ceux qui peuvent faire 1000 ou 1500 canards à la pâtée en 10 jours. Ça, il faut vraiment qu'on garde cette notion entre nous. Moi, je l'avais dit quand il y avait les problèmes de grippe et qu'on a fait la coopérative, le petit groupe de producteurs transformés à la ferme, la qualité du produit, l'image de marque et la plus-value du produit, elles sont là. Et les outils industriels s'approprient la qualité du foie gras parce qu'à la base, il y a des producteurs traditionnels qui ont fait des produits de 15-16 semaines gavés au maïs grain. Aujourd'hui, c'est détruit, c'est comparé comme si c'était de la production archaïque, mais la qualité, elle est là. Et les consommateurs ne se trompent pas. Tous ceux qui font de la vente directe, ils passent par la pâtée, ils restent sur ce système-là. Donc déjà, je voulais qu'on ne fasse pas de défaitisme extrême parce qu'on est sur un produit de qualité, noble, et sur des volumes totalement respectables. Des gens qui font 4 000 et 5 000 canards à l'année, sur des lots de 100 canards, ils ont autant le droit d'exister que ceux qui font 17 lots de 1000 canards et qui inondent le marché avec des produits de qualité déplorable. Ça, c'est la première chose. Ensuite, Michel parlait des établissements publics, des politiques. Moi, je suis aussi conseiller départemental, alors président de la communauté de communes, mais la communauté de communes peut peut-être vous aider dans le volet urbanisme, classement de zonage, etc. Les financements, ça sera plutôt du soutien, de l'accompagnement et de l'ouverture de portes, je préfère le dire pour la partie communauté de communes où on est ici, parce qu'on fait partie des territoires plutôt modestes. Par contre, au conseil départemental, je ne vais pas rajouter à ce qui est dit tout le temps, mais vous le savez, qu'on a un soutien fort sur l'agriculture hollandaise et une attractivité particulière vers tout ce qui est produits de qualité et les filières de qualité, qualité land, la production traditionnelle en foie gras. Donc on sera présent à vos côtés pour vous accompagner.
J'ai amené ce soir un courrier qui part ce soir du département, signé de Xavier Fortinon, à la fois à Pérobe et à Rambat. Bon, on est tout à fait conscient que ça ne sera qu'un coup d'épée dans l'eau, mais on a été là pour les accompagner quand ils ont besoin. La filière complète a été accompagnée. Le président du département demande au président de Maïsadour et au président de Delpera de revoir leur position et d'assurer la pérennité de l'ensemble de la filière au foie gras dans le département. On sait très bien que ça n'aura pas beaucoup plus de poids que des agriculteurs eux-mêmes qui y vont, mais au moins il y a l'affichage officiel du département des Landes pour soutenir. Ça a toujours été la filière dans son ensemble. On a conscience qu'il faut absolument les deux modèles, parce qu'au bout de la chaîne, il y a des consommateurs de différents types, mais la filière de qualité, c'est celle qui tire tout le produit vers le haut, et donc au conseil départemental, il y a cette volonté de soutenir les démarches. Et par rapport à ce que dit Mélanie, et c'est très bien parce que c'est toujours une note positive, et dans un environnement comme ça, c'est absolument nécessaire, il faut oui essayer de trouver une solution. Alors moi je n'ai pas une solution miracle sur la partie abattage, c'est très compliqué. Il y a quelques exemples de CUMA qui se regroupent, il y a Migron, ça fonctionne peut-être pas trop mal, il y a Cabane, Marilyn, c'est peut-être pas les choses comme ça à reproduire aujourd'hui, mais c'est des regroupements d'agriculteurs qui à un moment donné leur ont permis d'aller au bout de la production du caneton à la conserve en gérant la partie abattage. Sûrement qu'il y a un outil à inventer, il y a le modèle CUMA, il y a le modèle Entraide, il y a le modèle peut-être de petites coopératives, il y a peut-être quelque chose à créer, mais au niveau du département, ce qu'on attendra, c'est la présentation d'un projet, et on verra quand le projet sera avancé un peu, comment on peut vous accompagner, comment on peut vous aider. Mais il faut vraiment essayer de trouver une solution pour sauver cette filière. Il y a encore des jeunes dans la production, et puis l'avenir du foie gras, c'est très important pour l'histoire locale et pour l'économie locale. Donc voilà, au niveau des politiques locales, on sera là. La région aussi, elle est là. Marie, je ne sais pas s'il est arrivé, mais la région, elle est présente aussi pour accompagner les filières. Et le département, l'agriculture, c'est le fleuron de l'action du département. Donc on sera là pour aider en fonction de nos possibilités et en face d'un projet qui sera présenté. Il faut savoir que ce que tu dis là c'est bien, c'est les projets c'est bien aussi, c'est faire l'avenir autrement que ce qu'on a fait jusqu'à présent, moi je suis d'accord, mais ça c'est du moyen et du long terme. La décision de Delpera et de Lafitte, c'est du court terme. Et entre les deux, il va se passer beaucoup de temps et il y a beaucoup de producteurs qui vont tomber. 250 canards, c'est pas un chiffre anodin. 250 canards, c'est peut-être le travail que peut faire un gaveur traditionnel et pas au-delà, quoi. C'est-à-dire que c'est l'emploi d'une personne. C'est-à-dire que Delpera, en décidant de supprimer les lots en dessous de 250 canards, eh bien, il supprime un emploi multiplié par je ne sais pas combien de producteurs. Et c'est ça qu'il faut se mettre en tête et faire, je pense. Et moi, je pense que vous, conseil général, conseil régional et compagnie, enfin, je dis conseil parce que je suis, mais vous avez à mettre la pression sur Maïsadour parce que vous les avez aidés. Et il faut faire un coup de gueule et il faut mettre la pression parce que c'est inadmissible ce qui se passe. Oui, ça donne un peu. Oui, moi j'en suis toujours. Moi je rejoins Michel par rapport à la durée. On n'a jamais eu un truc comme ça qui est arrivé si vite où on va nous dire peut-être qu'au mois d'avril on est tous baisés là. Parce qu'il nous l'enfant, c'est bien comme il faut. Moi, je serais curieux de savoir combien on pourrait être, que représenterait le nombre de canards pour éventuellement un abattoir, avec tous les, je ne dirais pas les petits, mais les gens qui se sentent concernés. Qu'est-ce que ça pourrait représenter? On ne monte pas un abattoir comme ça. Et moi, c'est vrai qu'il va y avoir de la casse. Hein, parce que là, j'en ai entendu, je ne sais pas si c'est M. Lacopa qui a dit, non, ou peut-être de la coopérative, il y en a qui vont baisser les bras. Et là, on va commencer à me perdre pour moi, c'est juste, quoi. C'est compliqué. Et moi, après, la qualité, c'est bien. Mais la qualité, on l'a dit. Ça, c'est bien. Que vous fassiez un courrier, c'est normal, parce que vous êtes là pour ça, vous le faites, c'est bien. Mais après, bon, moi, c'est le temps. On n'a jamais eu un truc comme ça. Chaque fois qu'on s'est battu, chaque fois qu'on a eu des problèmes, que ce soit pour qui que ça soit, hein, on a eu.
C'est jamais facile, je suis d'accord avec toi, Mélanie. Il faut positiver. Mais bon, pour moi, ça va être compliqué. Je ne suis pas défaitiste, hein, mais ils nous baissent bien la gueule. Mais du coup, on est nombreux, et donc là, concrètement, ce soir, qu'est-ce qu'on fait? On va y aller par étape, et c'est chacun qui doit s'exprimer, et là, on commence à travailler, quoi, parce qu'autrement, on va pas... Enfin, voilà, ça va être des paroles en l'air. Moi, je veux pas sortir de cette réunion en se disant, bon, mais d'accord, les syndicats ont fait une... Qui permettrait la communauté de Montfort, éventuellement, je ne sais pas ce qu'on fera, d'aider peut-être à trouver un terrain, d'aider à trouver, commencer à vite trouver pas des financements, savoir ce que ça peut coûter, parce que vous êtes en train de dire des gens il n'y en a pas, ça va coûter un max. Voilà, il y a tout ça à regarder aussi. Et faire une étude, mais il faut savoir si les gens sont intéressés, je suis d'accord, mais bien sûr. Moi je suis à 1 an et demi d'avoir fini, donc il ne sera pas fait, ou tout juste. Mais je suis pour, il faut le faire. Alors, je vais avoir quelques chiffres. Je ne sais pas si... J'ai passé l'article sur Sud-Ouest récemment, sur un abattoir en Dordogne qui concerne du canard gras. C'était un abattoir qui était prévu pour 300 000 canards, avec un investissement immobilier de 2 millions d'euros. Donc avec un département qui a fortement aidé. Et c'était un abattoir qui était viable à 300 000 canards. Donc avec un coût de prestation qui n'était pas décollant. Malheureusement, je n'ai pas réussi à avoir la personne qui s'en occupait, le producteur. Le projet a capoté parce qu'en fait, c'est un projet qui restait 20 ans dans les tuyaux. Et les deux plus gros apporteurs, dont l'un faisait 75 000 canards et l'autre pas autant, mais presque, en fait, ont fini par créer leur propre outil. Et du coup, le projet est tombé. Mais c'est pas impossible d'imaginer un outil aujourd'hui de taille semi-industrielle avec les volumes qu'on peut apporter, tout en conservant une qualité de travail qui est digne de ce nom. L'abattoir de Mugron a fonctionné pendant très longtemps avec entre 500 000 et 1 million de canards, avec une qualité de travail qui était supérieure à celle qui se faisait autour. Pour ceux qui ont pu tester les trois, moi j'ai pu le faire à l'époque, c'était mieux. Après, c'est pas tout le temps comme ça, mais il y a quand même des lueurs d'espoir dans la morosité ambiante. On a de la chance, que ce soit les services vétérinaires, les collectivités locales en général, d'avoir des soutiens de poids de ce côté-là, pour faciliter les démarches, accélérer et surtout faire accélérer le dossier. Je pense qu'il y a des moyens. On a aussi la possibilité de créer des structures communes. On peut tout à fait imaginer créer une coopérative de l'ensemble de la production qu'on représentera demain et du coup se fédérer entre nous et avoir des qualités d'abattage, de prestations et des prix qui sont communs à l'ensemble de notre chaîne de production. C'est pas inimaginable de dire qu'on puisse accepter demain des apporteurs réguliers de 50 à 200 canards, tout comme ceux qui emporteraient 800 ou 1000 ou 1500. Moi j'ai deux jeunes sur ma commune qui font 30 ou 40 000 canards par an, qui ont 5 ou 6 débouchés, en passant chez la FIC, qui vont les syndier aujourd'hui de 15 à 20 000 euros supplémentaires à chaque année. Donc il y a tout un tas d'acteurs dans la filière qui vont suivre. Il y a des entreprises de taille modeste, de taille plus importante qui suivront aussi. Enfin, moi je sais que j'ai quelques contacts qui m'ont dit moi je suis prêt à suivre sur un projet d'abattoir parce qu'aujourd'hui ces gens-là on ne les tient pas. Comme je vous ai dit tout à l'heure, s'ils veulent imposer un prix d'abattage par canard à 10 euros, ils le feront. C'est pas ça qui les arrêtera. Leur objectif c'est maîtriser la production. Donc tant qu'ils n'auront pas mis la main sur l'ensemble de la production, ils ne s'arrêteront pas. Et pour ça, ils sont capables d'acheter les producteurs. J'ai l'exemple à la maison, quand ils ont imposé l'abattage centralisé, je crois que c'était en 1994, mes parents venaient d'acheter la chaîne d'abattage, et bien, pour les faire taire, ils ont essayé de leur faire passer un billet sous la table. Bon, ils ont quitté la pièce. Donc, les méthodes les plus tordues, ils les ont. Donc, ils vous auront. À terme, ils vous auront. C'est qu'une question de temps. Donc,
c'est pas impossible de recréer un abattoir qui soit fonctionnel, qui soit, alors je dirais pas rentable, mais à l'équilibre. Trouver de la main-d'œuvre, bon, il y a des hondis certes, mais il y a des gens qui sont lassés des conditions dans lesquelles ils sont aujourd'hui. Je suis en train de suivre une formation pour le permis poids lourd. J'ai eu l'occasion d'avoir un employé de LDC à Bazas. Ça fait 6 ans qu'il vit dans la structure, il est haché. Ils épuisent les corps comme les producteurs, à force de tirer les prix vers le bas, surtout à la production et à la transformation. Mais en fait, tout devient une variable d'ajustement. Donc qu'un employé ne soit pas content de son travail, c'est pas grave, il en trouvera un autre. Et pourtant, il cherche 60 employés en continu. Donc si on veut offrir de même une image de marque sur nos produits, ça passe aussi par là, parce que L214, ne vous inquiétez pas, ils vont faire le tour de toutes les brebis galeuses. Quand il n'y en aura plus que 2 acteurs, ça terminera fortement l'image qu'on a de notre produit. Et si on perd ça de vue, il ne faut pas s'étonner qu'on perde la crédibilité sur les marchés. Donc je pense qu'il est aussi important de montrer un savoir-faire et prouver une valeur ajoutée. Du coup, comment on travaille? C'est ça la question. Juste pour le chef de terme, il faut être conscient que oui, ça sera pas demain, et c'est quelque chose qui peut être très intéressant, mais qu'il faut, à mon sens, et peut-être que je me trompe, mais qu'il faut bien réfléchir, parce que le sujet de l'abattage, il est majeur. On n'est pas les seules filières à être confrontées à ça, donc il faut peut-être étudier toutes les pistes, et surtout bien se renseigner sur ce qui se prépare. Il y a des réglementations sur le bien-être animal. Enfin, vraiment, je veux attirer juste l'attention là-dessus, qui sont en train d'être revues, notamment sur l'abattage, qui ont été repoussées, et où il y a des choses qui peuvent changer. Donc le canard, je prends l'exemple du poulet, où il y a des discussions sur interdire par exemple l'électronarcose par bendo. Quid du canard? Donc ça sera peut-être pas possible, mais il y aura des choses qui vont tomber. Et donc aujourd'hui, construire un outil sans savoir si dans un an, qu'est-ce qui sera autorisé, c'est pour ça qu'il faut bien y réfléchir. Et juste de manière très concrète, et après je m'en vais, ce que je disais ce matin, c'est que peut-être pour défricher le terrain, il y a des... moi j'avais eu le cas dans l'école où j'étais, où il y avait des groupes d'étudiants qui avaient travaillé sur la construction d'un abattoir mobile. Alors, c'était dans la Vienne, ou je ne sais plus par où, mais ça peut être un outil de faire travailler un groupe d'étudiants là-dessus, qui puisse permettre dans un premier temps de bien défricher le terrain et de réfléchir à toute cette partie un peu réglementaire et même technico-économique par derrière. Oui, pour compléter ce que dit Marie, j'ai croisé il y a quelques années des outils, des collectifs qui ont fait le même chemin, de se regrouper pour mettre en place des outils d'abattage collectif et derrière transformation à dimension plus importante que ce qu'on a sur le département, entre autres à Bourg-sur-Tescou dans le Tarn. Il y a aussi un groupe de producteurs, Palmagri, à côté de Bordeaux, qui a un outil d'abattage. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a le chemin parcouru par ces collectifs peut nous faire gagner du temps. C'est très long de monter un abattoir, un collectif, mais leur chemin et les embûches qu'ils ont surmontées et leur expérience peuvent être très très utiles. Il y en a sans doute beaucoup d'autres. Oui, peut-être qu'avant de créer, il faut peut-être répertorier aussi les sites qui peuvent... qui ont déjà servi et qui peuvent être avec une rénovation bien comme il faut, forcément, parce qu'on évite sur des millions, mais les sites existent déjà dans le département. Je sais que quand on passe à Saint-Aubin, il n'y a pas d'abattoir, mais quand on voit un bâtiment... Marion, c'est Saint-Aubin, c'était... Oui. Pas une idée fou. Voilà, il n'y a rien dans ce truc. Bon, il n'y a pas d'abattoir, mais on voit il y a des sites industriels qui existent. Et je ne sais pas avoir déjà si on doit répertorier tout ça ou pas, ou si ça vaut le coup, ou si ça ne vaut pas le coup. Toutes ces pistes-là et ces questions-là, il faut qu'on se les pose. Et deuxième point par rapport au volet sanitaire, donc on a rencontré la DDE TSPP qui se porte un peu garant de vouloir nous accompagner pour justement que dans demain ou après-demain, on ait toutes les règles du jeu sanitaire et qu'on soit opérationnel pour quel que soit notre projet
il y a vraiment une volonté des services vétérinaires d'un accompagnement fort de ce côté-là, pour que quelque part, nous aussi, on devienne indépendants et autonomes là-dessus. Donc ça, c'est aussi un point positif, de se dire qu'on va y aller avec eux et pas contre eux, et qu'ils sont prêts à justement à distiller toutes les informations, et ça qui est important. Moi vraiment, je reprends la parole pour voir concrètement qu'est-ce qu'on fait ce soir à l'issue de cette réunion, comment on s'organise, quelles actions on mène, est-ce qu'on fait des groupes de travail en petits comités, est-ce qu'on se revoit la semaine prochaine, est-ce qu'on commence chacun de notre côté à répertorier des outils de production, des exploitations qui peuvent accueillir, qui ne sont pas en tuerie, parce que c'est pareil, nous on a posé la question à la DDE-TSPP sur ceux qui accueillent déjà et qui ont déjà une tuerie à la ferme, qui peuvent accueillir des lots. J'ai pas la réponse technique, mais c'est pas possible, en gros, parce que justement c'est une tuerie. Voir comment sur ces fermes-là, est-ce qu'il y a un investissement à basculer rapidement et est-ce qu'on peut le faire, est-ce qu'on met... Enfin voilà, tous ces projets-là, ils sont encore à définir, mais réellement, moi ce soir, le but de ce soir, nous on se mouille pas là ici pour dire bon mais on a informé les producteurs, bon ben on verra au mois d'avril à quelle sauce ils sont mangés. Non, l'idée c'est de mener une vision, de retrouver une autonomie sur notre outil de production qui est l'abattage. Donc réellement, qu'est-ce qu'on fait là? Comment vous voyez la suite? Qu'est-ce qu'on fait ce soir? Bonjour. Je crois qu'il y a déjà un abattoir à Saint-Sevé qui est fermé, mais bon, il appartient de terrain, quoi. Est-ce qu'ils voudront nous les céder? Est-ce que... Non. C'est comme celui de Mugron, ils ont mis la surenchère. Oui. Celui de Mugron, ils ont mis la surenchère pour mettre la main dessus, donc ils ne lâcheront pas ces outils-là. Et surtout ceux qui ont tourné récemment. Non mais Pierre, tu... Je pense que pour moi, après on parle du bien-être animal, il va falloir faire attention, parce que s'ils interdisent des cages collectives, ils font mal aussi, eux. Attention. Il faudra en sorte que ça perdure. Oui. Qu'ils fassent attention. C'est bon parce que la CUMA de... Quelque part, ta question est intéressante parce que la CUMA de Rion-des-Landes, Maïsadour a vendu, a arrêté des silos, comme vous le savez, un peu partout dans la campagne. Et c'est la commune ou la communauté, la Comcom de Rion-des-Landes, qui a racheté le silo et qui le met à disposition de la CUMA. Donc du coup, ils ont... C'est pas Maïsadour. C'était pas Maïsadour? Non, c'était Cyberchico. C'était un privé. Mais du coup, mauvaise... Maïsadour, vous n'avez pas voulu vendre, hein? Oui, mais du coup, c'est la puissance publique qui a permis de dévoyer un peu la stratégie du silo pour pouvoir la mettre au sein de la remettre aux mains de la CUMA. Donc il y a des pistes vraiment à étudier parce que, comme tu dis Pierre, à un moment donné, si on y va tous aussi, ça peut aussi essayer de trouver un biais pour rapidement remettre en état des anciens abattoirs, donc j'en sais rien moi, des choses qui peuvent se faire, quoi. Ouais, mais il y en a un par exemple qui tournait encore assez récemment, qui n'était pas un canard qui était un poulet, c'est celui de Pontonx. Donc des solutions, il y en a. Il y a aussi faire les sites comme Bami du Coupe à Saint-Aubin, pour moi c'est trop vétuste aujourd'hui. C'est à raser, à refaire à zéro, et en fait on va perdre du temps sur un truc comme ça. Mais des sites industriels ou à taille industrielle qui seraient capables d'obtenir un outil de transformation de mer, ou du moins d'abattage et de découpe, il y en a. Moi je pense que justement par ce biais-là de rachat par une collectivité pour derrière nous le rétrocéder, je pense qu'on a la chance dans le département d'avoir suffisamment de relais pour avoir cette démarche-là. Mais comme on dit là, il faut... Est-ce qu'il y a des gens qui sont prêts à s'engager sur ce projet-là, à mener ou du moins à démarrer la démarche? Parce que le plus important, c'est se mettre en route, c'est pas de continuer. Une fois qu'on est mis en route, c'est plus facile d'y aller.
c'est comme tout. Commencer à mettre la main à la pâte. C'est les premières tournées qui sont le plus dures et après ça va plus vite. Hein. Mais il faut que les gens soient motivés pour démarrer le projet. Ça ne se fera pas avec 3 producteurs qui représentent 500 canards chacun par an que ça va se lancer. C'est une mise en commun de tous les acteurs, des plus petits aux plus importants. Et que tout le monde se sente concerné. Parce que des gens qui vont arriver un peu comme des cheveux sur la soupe, se dire tiens c'est intéressant, et quand ça sera tout fait, mais ouais, forcément c'est plus facile. Ouais. Il y en a toujours, on le sait, mais la force des collectifs c'est justement d'avoir l'émulation. Donc de se mettre à plusieurs autour de la table, on n'a pas besoin d'être 50. Hein. Mais déjà de faire des recensements, de savoir qui a envie qui est intéressé par une nouvelle solution d'abattage. Et après, c'est avoir des personnes motivées pour suivre le projet. Donc après, c'est sûr, ça demande du temps. Ça va demander un peu de temps au début. C'est là que c'est le plus dur. Une fois que les tâches seront définies et que la machine sera en route, ce sera plus facile de mettre les mains dans le cambouis. Alors comment peut-on recenser? Tu parlais de recensement. Quelle solution peut-on trouver pour recenser, pour aller voir les gens, pour les mettre au jus, Alors nous, on avait lancé une enquête interne. Marie, je ne sais pas si tu as l'état, je ne sais pas si les gens ont répondu de façon massive, je n'ai pas l'impression qu'ils ont répondu de façon massive. Bon, peut-être que les outils utilisés ne sont pas adaptés à toutes les générations, mais après c'est aux entreprises, aux transformateurs et aussi aux indépendants à essayer de mettre en commun leurs données, que ce soit le nombre de canards qui vont produire par an, leur fréquence d'abattage, le mode de fonctionnement actuel. Après, des concessions à faire, il y en aura, ça c'est évident, mais si on ne se met pas autour de la table et si on n'essaye pas de définir un projet commun... Recenser, c'est la première des choses. Recenser, c'est le primordial. Voilà, c'est la première des choses. Ce qui est intéressant, dès qu'on aura ce recensement, si on arrive à l'avoir, c'est pas évident, c'est peut-être l'enchantien derrière se rapprocher de ces 2 abattoirs là, comment ils ont fait. Non, je parle pas. Recenser, je disais, c'est la première des choses. Il faut voir comment s'y pointer dessus. Après, c'est une équipe, je ne sais pas qui se rapprocherait de ces abattoirs. J'ai entendu du Tarn, je ne sais pas d'où, pour voir un petit peu quels problèmes ils ont eu, comment ils ont fait. En recensant, on aura un nombre. Je sais bien qu'après, il s'y en ajoutera, parce que ça a toujours été comme ça. Mais quel est le minimum qu'il faut pour faire quelque chose, que ce soit ou du mobile ou du fixe? Mais comment fait-on ce recensement? Moi, je pose la question parce que moi, je ne sais pas. Alors, moi, je le fais. Personnellement, je pense que l'abattage est rentable à toutes les échelles. Je ne peux pas croire qu'un abattoir ne soit pas rentable. À partir du moment où on maîtrise son abattage, on est aussi capable de maîtriser son produit. Et donc, ce prix de vente derrière. Julien, l'abattoir est pas rentable. C'est faux. J'ai vu Yann Dubérier tout à l'heure, qui se sont cassés les dents. Je suis sûr par contre que l'abattoir c'est pas rentable. Moi j'abatte à la maison, je vois ce que ça coûte. C'est sûr que là on prend une branlée terrible. Là eux ils vont pas perdre de l'argent. Mais dites pas que l'abattoir c'est rentable, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Alors, déjà l'équilibre. Déjà l'équilibre c'est bien, ok, mais non, ce qu'il faut voir c'est que ces entreprises-là fonctionnent comme des danseuses. Là on est à 5,20€ du canard, tu vas pas faire l'abattoir 3 et sortir à 3€, c'est pas vrai. C'est 5,20€ comment? Où? Éviscéré? La fitte éviscérée, truc, t'es à 5,20€ à l'eau de 100 canards. Ok. Tu ne sauras pas à 3€, on n'est pas peur. Comme t'étais chez Duperrier il y a 15 ans. Non, mais ça n'existe plus, 3€. Non, voilà, ça n'existe plus. Mais voilà, moi, je viens truc. Je tue des canards à la maison, je sais ce que ça me coûte. Ce qu'il faut, c'est peut-être arriver à 5,20€, comme on est à 5,20€ en chancelin, je dis une connerie, oui, et permettre aux gens de pouvoir continuer à travailler comme ils travaillent, et pour pouvoir... Oui, ça, ils vont te prendre à 5,20€, ils te prennent à 5,20€. Oui, mais ils te prennent jusqu'à...
Ça risque de changer. Mais non, mais de toute façon, vous ne faites pas d'illusions, ils ne maintiendront pas des prix d'abattage bas. Hein. C'est pas vrai, ça. Donc, dire c'est pas rentable, non, je suis désolé, quand on fait le choix d'une politique de prix non rentable, c'est délibéré. Quand on fait un prix d'abattage suffisamment bas pour empêcher les autres de se lancer, c'est parfaitement délibéré. On ne parle pas de l'abattage bovin, là c'est la problématique différente. Mais l'abattage canard, quand il n'y en a plus que 4 hectares, surtout le sud-ouest, ou 5, allez, 5, pour on va dire notre région sud-ouest sur 5 départements, quand on maintient des prix d'abattage bas, c'est délibéré. Ils se servent de ça pour faire du déficit et ils se rattrapent ailleurs, ne vous inquiétez pas. À partir du moment où on maîtrise l'ensemble de la chaîne de production, ils peuvent dire l'abattage c'est déficitaire et vous allez continuer à le croire. Oui, sur la rentabilité de l'abattage, je rejoins aussi, c'est pas, bon, on abat à la maison aux îles, c'est pas forcément rentable. C'est-à-dire que avant cette histoire de forfait, ça ne nous coûtait pas forcément moins cher de tuer à la maison. Hein. On était plutôt sur les mêmes tarifs, quasiment. L'avantage de tuer à la maison, c'est les canards, on les a là, et une fois qu'ils sont plumés, ils sont sur le point d'or, on passe à la découpe. On ne passe pas à replumer les canards quand c'est mal fait chez la pépite. Et on a le nombre de cœurs et de gésiers qui correspond au nombre de canards avec le gésier. Ce qui n'est pas toujours le cas quand tu tues chez la pute aussi. Tu as de la chance, t'en récupères plus, ou des fois t'en récupères moins. C'est fonction. Après, il y a plusieurs choses quand même à voir. Ouais, l'abattage, c'est un métier quand même. C'est un métier, c'est hyper physique. Si on veut que ça soit aussi moins physique, il faut investir dans du matériel quand même hyper performant. Et il se pose aussi quand même clairement sur l'abattage à la ferme de la main-d'œuvre. Alors quand il y a papa, maman, papy, mamie, ça va. Mais quand on n'a pas papa, maman et papy et mamie, il faut trouver du monde. Et aujourd'hui, clairement, trouver de la main-d'œuvre, déjà rien que pour travailler en conserverie, c'est pas simple. Mais alors pour trouver de la main-d'œuvre en abattoir, de bonne heure et sur un travail physique, c'est pas simple non plus. Et il y a quand même aussi une autre problématique. Effectivement, tu dis sur qu'on va abattre, qu'on va faire de la qualité, etc. Il y a quand même une chose aussi qui est à voir. Plumer un canard, c'est pas plumer un poulet. On est d'accord. Donc en fonction de l'élevage, de comment on élève le canard, les ventilations, les extractions en salle de gavage, c'est pas toujours simple de plumer derrière. Donc tu peux vite passer de 5 € le canard à 8 € le canard quand ils sont mal plumés. Parce que si je fais de la prestation, je vais vouloir faire du travail propre et pas forcément rendre le canard comme la FIT peut te le rendre aujourd'hui. Donc dans l'abattoir que potentiellement il va être fait, c'est comment on fait, comment vous faites ou comment on peut faire si on tombe sur des lots qui sont très difficiles à plumer, quoi. C'est-à-dire que tu rends le canard mal plumé ou tu passes de 5 € à 8 € le canard, quoi. Donc il y a quand même beaucoup de choses à travailler sur cette histoire d'abattage, quoi. Après il y a aussi, on est quand même plusieurs à avoir des abattoirs aussi sur le territoire. Alors j'ai pas pu aller à la réunion avec monsieur Nollen. J'ai eu le problème. Alors moi je suis pas turée à la ferme, on est abattoir, mais on n'est pas abattoir. On est abattoir agréé FRCE, mais on n'a pas le droit de faire de prestation de service. Alors qu'un agrément FRCE sur une conserverie vous donne le droit de faire de la prestation de service, il faut savoir que sur l'abattoir, ça ne nous donne pas le droit de le faire. J'ai eu la discussion du coup avec monsieur Moranta de Dax sur le sujet, parce qu'il y a quand même beaucoup de demandes aussi, que ce soit en canard ou en poulet ou en poule pondeuse, pour faire de la transformation et de la valorisation derrière. Donc il y a aussi peut-être à travailler sur ça, sur les abattoirs qui sont existants. On est quand même abattoir, on est sur la liste sur internet, on est quand même classé abattoir, mais on n'est pas abattoir. Donc il y a quand même un flou
réglementaire sur le sujet. Donc il faudrait aussi peut-être travailler là-dessus, voir ce qui est possible de faire sur nos abattoirs, peut-être sur des abattoirs existants dans un premier temps, pour essayer de pouvoir soit faire de la prestation ou de la location de nos abattoirs. Enfin, alors sans faire des lots, des gros lots, voilà, mais peut-être qu'on peut se servir aussi de l'existant, quoi. Moi, à la maison, je ne serais pas forcément contre faire de la location de l'abattage, d'abattoir, quoi. Bon, je sais pas, il y a peut-être à travailler aussi là-dessus pour engendrer des coûts peut-être moindres. Enfin, là, Mehdi, tu parles de... Il y a un problème sémantique, c'est la salle d'abattage CE et l'abattoir agréé CE. Enfin, voilà, salle d'abattage FRCE et l'abattoir CE. En fait, il y a une petite différence, c'est la salle d'abattage, effectivement, ne te permet pas de faire de prestations, alors que l'abattoir CE le permet. Il y a l'exemple, je crois, de la ferme du Pontoun dans le Gers, qui est abattoir CE et qui est capable de faire la prestation. Mais ça concerne une petite partie des gens et c'est pas une solution envisageable aujourd'hui à grande échelle. Moi, c'est mon point de vue, mais je pense qu'il faut créer un outil qui soit de la même dimension presque que ces gens-là et qui nous la mettent bien profond aujourd'hui. Il faut s'inspirer des exemples qui existent, comme Palmagri, comme ça peut se faire ailleurs. Que ce soit en canard ou en volaille, la question c'est la même. Hein. C'est finalement qu'il y a bien au jour des indépendants sur un territoire qui ont de se retrouver sans solution d'abattage. Je pense que même en poulet de Brest, la question est de se poser. Si on cherche à toucher un certain nombre de producteurs et à garder de la vitalité sur le territoire, pour moi il faut oublier à l'esprit une publication manuelle, etc. Il va falloir s'inspirer forcément des méthodes des abattoirs industriels. Quoi. Donc ce sera publication à la cire et compagnie. Donc je ne veux pas m'avancer, mais ce sera ça et pas autre chose en termes de débit de chantier malgré tout. Donc les exemples qu'on a aussi, c'est malheureusement plutôt cela que la salle d'abattage va faire. Moi aussi j'en fais des canards à la maison, je saigne, je sais ce que c'est. Tous les lots sont différents et d'un jour à l'autre. Donc, et pourtant on n'a pas changé grand chose. Mais après c'est le cahier des charges qu'on va imposer, qu'on veut s'imposer, et les conditions d'accès. Il y a plein de lignes sur un projet comme ça à mettre. Et c'est pas, on part quasiment d'une feuille blanche, je crois. Donc après, je pense qu'il est intéressant d'avoir un groupe de quelques personnes qui va voir ce qui se fait ailleurs, se rendre compte, et ensuite il faut qu'on soit aussi capable entre nous de définir les objectifs qu'on veut pour demain. Si on met une pièce à machiner tous ensemble, ou si on accepte la situation comme elle est. Mais du coup, parce que nous on veut bien être moteur, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais comme l'a dit Julien, il faudra que le collectif et l'objectif de ce collectif prime, quoi. Et donc là, il n'y a plus d'individualité, il y a différents modèles. Julien l'a bien signalé tout à l'heure, c'est qu'il y aura différents lots, il y aura différentes méthodos, mais que si on se fixe l'objectif de commun d'avoir un ou plusieurs outils d'abattage en fonction de ce qu'on décide, c'est la solidarité, le collectif, et c'est au nom d'un collectif dans un seul but qui devra être mis en tête en gros, et que c'est ça qui doit primer en permanence, et que tous les problématiques autres ou les autres égos, etc., on laisse tomber ça de côté et on se bat pour un seul but. C'est tout. Dans ce cas-là, est-ce qu'on essaye de se regrouper dès la semaine prochaine ou dès la semaine d'après? Est-ce que chacun qui est présent ce soir s'engage à envoyer ou à téléphoner
à faire un mail ou j'en sais rien, qu'est-ce qu'on décide, mais de, recenser les lieux qui existent, 2, recenser si les collectifs sont passés par le même cheminement que nous, 3, savoir qui continue à prendre contact avec les services vétérinaires, et potentiellement 4, est-ce qu'un abattoir mixte avec volaille, poulet, etc. peut être une piste. Enfin, je sais pas, moi c'est pas forcément mon domaine de prédilection, je vais peut-être faire du canard bientôt, mais c'est pas dans les projets. Donc c'est vraiment à vous de ce soir de nous dire ce que vous voulez faire. Parce que nous, syndicalement, on veut bien se mouiller. On se mouille ce soir. Le travail que l'on fait, c'est pas à nous de le faire. Hein. C'est à la Chambre d'agriculture des Landes de le faire. Hein. Et c'est à vous, agriculteurs aussi, adhérents d'un groupe coopératif depuis plusieurs décennies pour certains, de quelque part de se prendre en main ou de demander des comptes à ce groupe coopératif de pourquoi il abandonne ses outils de production. Donc nous, on veut faire ce travail-là parce qu'on pense réellement que l'autonomie décisionnaire et que les autonomies des outils de production, notamment l'abattoir et l'abattage, fait partie d'un outil de production sur vos exploitations et que c'est essentiel de reprendre la main là-dessus. Donc ce travail-là, nous, on y croit, on veut y participer, mais derrière, il faut que le collectif se constitue et que c'est vous qui vous donniez le cap, quoi. Nous, on peut être là pour recenser, pour accompagner, pour convoquer, pour faire tout ce que vous voulez, mais derrière, il faut que ce soit vous qui êtes présents là, de nous faire au moins un fléchage. Je regarde les conserveurs, savoir comment vous vous associez à ce collectif-là, dans quels moyens et comment on fait quoi. Nous, on peut vraiment, on est là pour, comme je vous l'expliquais, pour défendre un outil de production qui est l'abattage sur cette filière-là. Donc, il y aura un accompagnement. Mais derrière, il nous faut une ligne, il faut construire un objectif et trouver des solutions dès ce soir-là. Moi, je ne veux pas que vraiment, j'insiste, qu'on parte là et qu'on se dise bon, ben, on verra après Noël, on laisse passer Noël et non, quoi. Qui est partant pour essayer de constituer un groupe et d'imaginer les solutions pour d'eux-mêmes. Là, je regarde un peu l'Assemblée, là, mais bon, je ne suis pas pessimiste. Il y a quand même beaucoup de gens, je pense qu'il y a beaucoup de retraités. Là, on n'est pas nombreux, je pense, en termes de gens qui sont peut-être intéressés. Alors, la priorité, c'est recenser le nombre de personnes qui sont susceptibles d'être intéressées et le volume, parce qu'on ne peut pas aller tout le faire. On ne peut pas avancer sans ça. Je ne sais pas comment on peut faire, mais... Ça peut être une rencontre avec la Chambre d'agriculture, parce que nous, en fait, eux, ils ont les chiffres. Ils sont censés aussi avoir les chiffres. Donc, si le premier pas, c'est de demander une rencontre pour avoir un recensement réel du nombre de producteurs que l'on est et de savoir qui a son abattoir ou pas, ou qui potentiellement pourrait être touché par ça, ça peut être ça le premier rendez-vous de la semaine prochaine, en fait. On peut pas avancer. On ne peut pas parce qu'on part dans l'inconnu. Moi, c'est avec un peu d'expérience sur notre projet. Si on n'a pas les chiffres, on ne peut pas avancer. On ne peut pas les couvrir. Parce que si je sais pas, moi, si on met 500 000 canards, 1 million, 200 000, j'en sais rien. On fait quoi en face? L'outil, c'est pas le même que on ne peut pas construire un truc de 500 000 canards si on n'utilise qu'à 100 000. Juste, je voulais compléter par rapport au projet collectif. Moi, ce qui me paraît important, la clé, c'est de savoir si le collectif qui veut démarrer, c'est juste au niveau des gaveurs ou est-ce que c'est les gaveurs plus les conservateurs. Déjà, moi, ça me paraît essentiel. Parce que la force, déjà, et le pouvoir décisionnaire n'est pas le même. Je prends un exemple, alors peut-être je raisonne mal, mais si les conservateurs disent à leurs producteurs, vous faites abattre forcément dans ces nouvelles abattoirs, déjà, on a un volume qui est garanti déjà en France. Déjà, ça c'est une première des choses. Je ne mets pas la pression sur les conservateurs, mais ça fait partie déjà de la réflexion. Il y a eu un exemple de réussite. Nous, on n'y était pas dedans au niveau des climats, mais l'abattoir d'Agenmont, il faut parler en positif. Il y a tout un collectif qui s'est mis autour de la table, les pouvoirs publics, les conservateurs, les transformateurs, les éleveurs,
Et ça aboutit sur quelque chose de positif et qui fonctionne aujourd'hui. Et qui, soi-disant, a été voué à disparaître, et qui, forcément, et aujourd'hui, ça fonctionne. Donc, on peut parler en positif. Au niveau de la fédération des climat, je ne veux pas dire qu'il y a des solutions comme ça clairement, mais moi, ce qui me paraît important dans la construction de ce projet, comme dit Mélanie, c'est recenser que tout le monde dise je vais aller dans le groupe et se retrouver à 40 autour d'une table, à mon avis, ça ne marchera pas. Il faudra un petit collectif, à un moment donné, peut-être se répartir des tâches, peut-être, je ne sais pas si ça passe par la chambre d'agriculture, mais au moins de recenser les gens qui veulent avancer dans ce projet. Et moi, ce qui me paraît important, et là je vais parler de ce que je connais moi au quotidien des CUMA, c'est de savoir si on veut, qu'est-ce qu'on recherche. Est-ce qu'on recherche un prix ou est-ce qu'on recherche un service? Parce que pour moi, c'est pas la même chose. Parce que si on veut des gens qui cherchent un prix, sortir d'un endroit pour aller chercher un prix, je rejoins ce qui a été dit là-bas tout à l'heure, là c'est se mettre le doigt dans l'œil. Ça ne marchera pas. Un abattoir qui sortira un tarif au même prix que les autres, plus bas que les autres, non. On a étudié les prix encore avec la CUMA de Mugron, Tradition Chalossaise, la semaine dernière. Déjà quand on est dans un collectif global, pour bien identifier quel est le prix de la partie, le coût de revient de la partie abattage, c'est assez compliqué parce qu'on peut faire migrer des prix d'un côté et de l'autre, c'est assez compliqué. Mais dire qu'on va sortir à un prix aussi bas que les autres, moi j'y crois pas faire. Nous on voit les chiffres, genre. Par contre, ce qui est sûr, c'est que si on le fait ou si vous le faites, c'est pour aller chercher un service. Un, c'est de continuer à exister. Ça c'est la première des choses. Deux, de pouvoir continuer à fonctionner dans un système dans lequel vous étiez, où on va chercher de la qualité. Ça, j'ai entendu, ça a été répété à plusieurs fois. De continuer à travailler sur des petits lots. Ok, donc c'est se donner les moyens au travers de ça d'y arriver. Donc là, c'est peut-être pas un prix qu'il faudrait chercher, c'est un service. Et est-ce que je suis prêt à ce que ça me coûte 2 € de plus, ou 3 €, mais au moins je vais chercher cette qualité et mon confort de travail. Voilà, c'est pas du tout la même logique pour moi. Dans ce projet-là. Donc, s'il y a des gens qui s'inscrivent dans la logique de vouloir chercher une protection pour continuer à travailler dans le monde dans lequel vous étiez, et un service, et là on va avancer avec des gens qui veulent avancer. Si c'est pour un prix, un conseil. Les gens qui veulent chercher un prix, je pense qu'il vaut mieux qu'ils continuent à aller voir ailleurs. Parce que ça ne marchera pas. Ils n'auront pas ce qu'ils voudront. Et ça, c'est quasiment une certitude. Après, nous, au niveau de la Fédération des CUMA, on veut bien accompagner. Je ne dis pas que ces CUMA, c'est peut-être toute autre forme. Ce qui me semble important quand même après aussi, je ne sais pas quelle est la structure qui avait accompagné l'abattoir d'Agenot, mais je crois qu'il faut s'appuyer sur des gens qui ont vraiment une compétence juridique pour pouvoir accompagner et structurer ce genre de choses. Je crois que la personne faisait partie du CERF France qui avait accompagné ça. J'en ai entendu que je ne sais pas de quelle structure c'était, mais je crois qu'il faut aller chercher la compétence par rapport à ça. C'est là où les pouvoirs publics peuvent aider justement à ça aussi, à financer, à trouver la bonne personne ou les bonnes structures qui accompagnent par rapport à ça. Parce que... Voilà. Oui. Pierre, le prix, tu dis que c'est accessoire. Non, mais il faut quand même. Si la motivation première est que. Non, Pierre, il faut être en phase avec la réalité. On a des outils sur le territoire. Si tu es 2 € plus cher, 3 personnes dans l'accord. Il ne faut pas se leurrer. Après. Je suis pas du tout d'accord. Non, mais c'est mon point de vue. Mais ça, c'est le pire. Aujourd'hui, il y a des gens qui avaient fait chez eux. C'est que maintenant, le revient réel chez eux, ils sont bien plus chers que les abattoirs, mais ils cherchent. Non, mais écoute, bon, je peux donner mon point de vue. Moi, en filière longue, aujourd'hui, 1 €, 2 €, c'est non. Julien, je pense que tu peux dire, c'est non. C'est quelque chose sur lequel les producteurs, tu ne les auras pas. En filière courte, on veut chercher un prix de qualité, on veut fignoler, qu'on aille monter un outil sur une filière courte, ça peut se conserver. Sur une filière longue, moi je suis très sceptique sur le projet, parce que vous avez déjà 2 abattoirs sur le territoire, même si un, on va fermer les portes, mais l'autre est présent. Monter un abattoir de même niveau,
Quand vous n'avez rien sur le territoire, c'est beaucoup plus facile. Quand vous avez quelque chose sur le territoire, c'est quelque chose qui va être hyper difficile. Moi, ce que je peux vous proposer, nous, au PAC, c'est recenser, faire un point, un groupement, savoir ce que pensent les producteurs. Voilà. Mais le prix, c'est quelque chose sur lequel on ne peut pas déroger. Là. On est obligé d'être, quand tu as des marges étroites, tu ne peux pas faire autrement. Même en label. Tu ne peux pas. Voilà. C'est quelque chose sur lequel c'est factuel. Voilà. Maintenant, construire un outil pour des besoins bien particuliers de filières courtes, avec des petits producteurs, ou peu importe la taille, mais en filière courte, sur la recherche de quelque chose qui ait du sens, ça peut se concevoir. Mais je ne pense pas, Julien, sur la même gabarit, la même taille que les abattoirs qui sont présents. C'est mon point de vue. Je pense que vous allez vous heurter au principe de réalité et quand vous allez voir arriver les chiffres, ça vous fait remarquer. Après, le public, je ne sais pas ce qu'ils sont en mesure de mettre à soi. Clairement, c'est ce que tu dis. Si on envisage un outil pour regrouper ces 6 producteurs qui font chacun 2-3 000 canards, qui sont capables seuls de se lancer dans un outil d'abattage, qui vont se regrouper, qui vont arriver à 15 ou 20 000 et se partager l'outil, c'est envisageable d'un surcoût. Si on veut avoir un outil qui est capable de regrouper des conserveurs, des producteurs de taille plus modeste et des petits producteurs, si on a un coût d'abattage qui est complètement déconnecté de ce qui se fait ailleurs, c'est sûr qu'on part avec une balle dans le pied, même deux. Donc, quand j'entends dire que l'abattage c'est pas rentable, comme je vous l'ai dit avant, quand on sera complètement captif de ces gens-là, rien ne les empêchera d'augmenter leurs tarifs. Ça, il faut en être conscient. Parce que là, aujourd'hui, moi je sais, je porte des canards en petit lot chez Lafitte. Si je les faisais à la maison, et j'en suis tout à fait capable, ça me coûterait 2 fois moins cher. Mais avec la maison familiale. Et pas que certains. Mais non, mais j'ai conscience. Mais moi, juste main-d'œuvre. Non, mais juste pour exemple, juste main-d'œuvre pour abattre 200 canards. Faire 200 canards, il te faut 8 personnes. Oui, on est 8. Main-d'œuvre salariée, ça m'a coûté 2 €. Donc si je double, ça fait 4 €. Voilà. Et j'en suis conscient. Hors structure, hein. Bien sûr, oui. Mais on n'a pas les mêmes exigences, ça, de produits. Quand tu es à la maison et quand on tue dans un abattoir. C'est en filière longue, après, c'est, comme je dis, on avait un abattoir qui tournait très bien, qui correspondait aussi pour des filières courtes à Mugron, qui faisait du super boulot. Moi, personnellement, j'ai fait abattre des canards pour les particuliers à Mugron. Quand ils tournaient, j'étais pas mécontent de la qualité de la maison et du produit sorti. Quand je suis passé chez Lafitte ou chez Delpera, non, c'était niette. Passer plus de temps à replumer les canards pour les amener à des particuliers parce que c'était mal fait, non, effectivement, là, c'est pas rentable. Mais après, c'est tout, ça dépend de l'objectif qu'on veut. Ils sont capables de sortir des produits propres sans avoir de surcoût de replumaison derrière. Ils en sont capables. J'ai pas dit qu'ils voulaient le faire. Quel est le problème aujourd'hui? Le problème aujourd'hui, on est en train de discuter là. Le problème aujourd'hui, bon, on a l'augmentation, c'est une chose. Mais le service, on l'a pas. Le service, il n'est plus. Ça veut dire que les agriculteurs, il y a une grosse partie des gaveurs, ils vont disparaître. Plus vite, encore plus vite. Alors peut-être que le service, c'est surtout le service qu'il faut garder. Après, ce qu'il faut, c'est qu'il ne faut pas que le prix soit. Il faut être à peu près au même niveau. Ça, c'est clair. On ne va pas être plus bas, on n'en sera jamais. Mais c'est le service. C'est ça, c'est pas. Oui, non, mais je vais rejoindre Eric de façon peut-être un peu plus positive. J'avais en tête, avant que le collègue de la CUMA intervienne, de dire que les groupements, que ce soit la COPAC ou la coopérative Forage ou d'autres, on peut assez facilement basculer du volume d'un outil à l'autre, surtout s'il a un ancrage local et qu'il a un impact sur l'économie, le maintien d'exploitation, etc., etc. C'est cohérent avec notre rôle depuis toujours. Mais ouais, l'enjeu il est quand même malgré tout économique. Aujourd'hui, on a une différence jusqu'à la fin de l'année de 50, 60, 70 centimes entre les deux outils, Delpera et Lafitte, puisqu'on abat dans les deux. On a grosso modo 50% de volume dans chacun. Voilà, si la différence, de mon point de vue, à ce niveau-là,
c'est jouable, c'est pas dramatique, on peut équilibrer sur les volumes globaux de l'entreprise. Mais voilà, après, je pense que... Pas 2-3 euros. Pardon? Pas 2-3 euros. Non, c'est ça, oui. Pas 2-3 euros, c'est jouable. Il y a un enjeu, on en parlait avant la réunion, de savoir qui potentiellement peut abattre dans un outil comme celui-ci. Donc est-ce qu'on peut regrouper 10 acteurs, 20 acteurs, etc. Nous, à 2 groupements, on peut déjà amener potentiellement, si économiquement c'est pas infaisable, on peut déjà amener l'équivalent de chacun de 10 producteurs et peut-être servir de base en amenant ça, ouais. Sans engager à la responsabilité de mon président qui n'est pas là, mais c'est quelque chose qui est faisable, quoi. S'il y a une cohérence générale, y compris économique. Mais moi, j'en suis conscient que si on ramène un certain nombre d'acteurs sur l'outil, on est capable d'avoir de définir les objectifs de l'outil qu'on veut mettre en place. C'est pas infaisable d'avoir un outil qui apporte un service à un prix comparable de ce qu'il fait aujourd'hui. Je te rejoins, Servipam fonctionnait. Il n'était pas rentable, il était viable. Il était viable. La question s'est posée que l'un ou l'autre entre nous rentre dedans quand il était en difficulté avec du Perrier, etc. Oui. On ne l'a pas fait, mais on s'est vraiment posé la question. On aurait sans doute dû le faire pour préserver un outil de plus. Aujourd'hui, il y en aurait 3. Oui. Bon, pas rentable, mais viable. Ouais, peut-être qu'on aurait pu le sauver. Il était assez ancien quand même. C'était assez ancien. C'était un outil qui était... Servipam fonctionnait. Alors après, j'ai eu un écho dans l'histoire de Servipam, comme quoi Maïsdor aurait été de toute façon, quand c'est pas société de commerce, aurait, quoi qu'il arrive, rajouté des billes pour apporter la mise. Je suis pas sûr de ce que tu dis. Moi, je pense qu'ils n'ont pas payé ça très très cher, justement, parce que personne ne le voulait. Je suis pas certain. Parce que pour aller laver les camions, mais ils ont payé ça une fortune pour laver les camions. Ah non, attends. Maïsador a racheté ça tant qu'il était abattoir. Maïsador a racheté ça tant qu'il était abattoir. Ils ont tout réel. Non, mais je sais bien. Je suis pas sûr qu'ils aient fait ça. Là, on se renseigner, mais je dis pas. Est-ce que ça, c'est le genre de discussion qu'on pourrait avoir en groupe de travail, par exemple Est-ce que là, ce soir, pour rebondir sur ce que vous proposez, Mélanie, il y en a déjà qui ont envie de travailler sur le sujet ou pas? Si oui, qui? Il y a une feuille qui circule, vous pouvez laisser vos coordonnées, mais ça serait bien qu'on se donne un prochain rendez-vous pour justement pouvoir balayer tous les sujets auxquels on va devoir se confronter dans les semaines et mois qui viennent. Ce qui est important, c'est que je rejoins ce que tu disais Pierre, on parle du service et du prix. Là, je ne sais pas, ici... Je ne sais pas, les producteurs, pour qui voudraient faire la majorité travail, si c'est pour eux, si c'est pour le Biocop, si c'est totalement différent. Effectivement, la coopérative, monsieur, je ne sais pas comment il s'appelle, Viol dit 50-70 centimes c'est jouable. Au-delà, ça ne sera pas jouable. Et, à un moment donné, si ça coûte 2 euros, il va peut-être falloir partager, il va falloir que ça soit un peu tout le monde qui paye. Si on cherche le service, il va falloir que tout le monde paye. Monsieur là, de la Copac, de suite, j'ai l'impression qu'il est très défaitiste. Donc ça c'est important de savoir aussi quel est le mode de production de chacun. C'est le principe de la réalité. À un moment donné, quand on est en lien direct avec le marché, tous les sentiments comptent. Tous ceux qui sont pas Des acteurs qui peuvent être concernés, il y en a beaucoup. Et tous ne sont pas là, mais tous n'acceptent pas forcément docilement ce qui leur arrive dessus. Pour résumer ce qui nous attend, là, il y a déjà le recensement. Déjà, est-ce qu'on peut se recenser ici ce soir et dire qui est-ce qui a envie de travailler pour le service rendu, pour la qualité et la défense des modèles dans lesquels vous êtes? Pas de réaction? Personne ne veut défendre le modèle pour lequel il produit. Deuxièmement, c'est recenser au-delà de nos rangs ici ce soir, qui peut être concerné par un projet tel que celui qu'on a envie de porter. 2, définir précisément ce projet.
Donc ça peut être avec conserveur, sans conserveur, décider des prix, se donner une marge, qui est prêt à accepter quelle marge, etc., quelle augmentation, etc., etc. Mais déjà là, ce soir, qu'est-ce qu'on dit? Qui a envie d'y aller? Et quand est-ce qu'on se retrouve pour prendre point par point tout ce que vous avez abordé ce soir? Arriver déjà avec des idées de lieux qu'on aurait recensés chacun sur nos territoires, arriver avec des idées d'éleveurs et gaveurs qui pourraient être intéressés par la démarche et faire tâche d'huile comme ça et se répartir un peu les tâches sur qui va voir les services véto et les services de l'État pour savoir où on doit aller sur le plan réglementaire, qui fait le lien avec les producteurs, qui fait le lien peut-être avec la chambre aussi, qui fait le lien avec les CUMA parce qu'effectivement elles auraient certainement un rôle à jouer, qui fait le lien avec l'idée de la Maison Paris de faire intervenir éventuellement des étudiants pour se faire accompagner aussi. Voilà, il y a plusieurs pistes qui ont été évoquées ce soir, elles sont hyper riches. Malgré la morosité ambiante, elles sont hyper enthousiasmantes, il y a vraiment quelque chose à faire. Voilà, maintenant on se donne quelle échéance pour travailler sur ces différents groupes, et j'en ai certainement oublié dans le lot. Dans ce que tu disais, il y avait aussi éventuellement le référencement de projets, d'abattoirs qui ont déjà été créés, et ça peut être aussi d'avoir tous ces exemples, quelque chose qui motive aux gens à s'investir dans ce projet éventuel. N'oubliez pas il faudra des conserveurs à la sortie quand même. Parce que si vous n'avez pas les sous-conserveurs, si vous n'avez pas les conserveurs avec vous, vous ne faites rien. En fait, oui et non, c'est-à-dire que... Non, tu peux pas... Ben si, en fait, je vais vous répondre oui, non. Si moi j'ai 5 producteurs qui sont intéressés de recréer un outil coopératif, une CUMA pour abattre chez eux, ça peut être une solution ponctuelle pour ceux qui habitent à Nissan, Pouillan, les Cibaux et tout ce coin. Ce soir, l'objectif de la réunion, c'est de savoir qu'est-ce qu'on fait. Mais moi, l'idée de ce soir, c'est vous qui la construisez. Si un groupe décide, du côté de Pouillan, de vouloir créer une petite coopérative, une CUMA d'abattage à 6 producteurs, bon, mais banco, en fait. Rien ne les interdit, mais du coup, les projets, c'est vraiment ça qui peut se créer. Ça pourra être une mutualisation justement de ces 5 producteurs. Comment? Ben si, il peut y avoir 3 projets d'abattoirs sur le territoire. Un qui se relocalise à Mugron parce qu'il y a des places qui vont partir. Enfin, bon, bref, il peut y avoir 3 producteurs qui peuvent se greffer là. Ça peut être juste, nous, un rôle de coordinateur ou coordinatrice sur des projets de territoire. Et que je prends l'exemple de Pouillan, mais je pourrais prendre l'exemple de Gabaret, de savoir s'il y a 6 producteurs qui sont là et qui banco. Moi, j'ai pas d'avis ce soir. Le but de ce soir, c'est vous en tant que producteur et vous en tant que conserveur, de savoir comment on s'organise pour créer un outil dans lequel vous redevenez autonome, décisionnaire, et un outil qui vous permettra justement de plus subir. Moi, après, si ça prend la forme de 3 projets, ça prend la forme de 3 projets. Si ça prend la forme d'un seul abattoir avec vous, les conserveurs, ça prend cette forme-là. Il y aura un accompagnement de ce volet-là. Et dans ce cas-là, il faudra trouver un consensus, comme le disait Julien, et comme moi je le répétais aussi, de solidarité entre nous, d'un seul même objectif. Et que cet objectif-là, il soit OK avec ceux qui sont partants là-dedans. Et après, on construit. Mais si on n'arrive pas à définir les besoins et ce qu'on veut faire aussi, ça sera quand même compliqué de mener un projet d'ampleur. Moi, les projets d'ampleur, en fait, c'est pas très grave, ça me fait pas très peur. Il faut construire un truc, on va construire un truc. Il faut réadapter un mode d'abattage, on réadapte un mode d'abattage, pardon. Sauf que c'est vraiment à nous de définir, à vous de définir ce que vous voulez, quoi. Et dans ce cas-là, est-ce qu'on se revoit la semaine prochaine? Est-ce qu'on se donne un délai de réflexion et on essaye d'entamer tous les 15 jours, tous les mois, une réunion comme ce soir où les uns ont travaillé un peu sur qu'est-ce qu'on pourrait imaginer, quel lieu a été recensé, et nous, justement, syndicats, on fait ce rôle de coordinateur et de rappeler les gens qui se sont portés volontaires en disant mais moi je vais m'occuper de voir quel lieu peut être réinvesti ou un truc comme ça.
et on fait le point dans un mois? Est-ce qu'on attend passer les fêtes de Noël et votre grosse période là, et on se revoit qu'au mois de janvier? Moi, j'ai pas de problème. L'idée de ce soir, c'est vraiment de se réunir, de discuter et de voir, vous, ce que vous souhaitez. Et après, nous, on s'adapte. Quelle échéance? 15 jours, un mois? On attend les fêtes, que les fêtes soient passées? On travaille en parallèle? Il faut dire qu'on a avancé par rapport à la suite quand même. Ah oui. Ça a du volume. Là, vous, c'est vraiment chargé jusqu'aux fêtes, parce que bon, là, c'est 10 heures, Didier est parti, il y en a qui se lèvent de bonne heure, etc. Donc, on va vite conclure, mais qu'est-ce que vous en pensez? Ça fait 2 mois de perdu. Nous, on travaille, on essaye de vous recontacter. On se voit au mois de décembre ou c'est trop compliqué? Ou fin novembre, enfin, c'est pareil. Vous savez, je suis en vacances en décembre. Donc, quelle date? Il faut construire là. Il faut construire une nouvelle chose là-bas. Moi, je vais prendre des renseignements sur Palmagri, je vais me renseigner sur l'abattoir d'Ordogne qui est un projet. Je vais aller chercher des infos, déjà, essayer d'avoir plus de billets que ce que j'ai pu avoir jusqu'à présent parce que ça a été fait dans un temps court et je suis comme tout le monde. Je ne peux pas courir 4 livres à la fois. Après, s'il y en a qui veulent recenser les sites libres à eux, s'il y en a qui ont des connaissances d'outils qui seraient potentiellement fonctionnels à court, moyen ou long terme, pourquoi pas. Il faut prendre des initiatives. Hein. Parce que si on suit tout le temps, on n'avancera pas. Donc, là, l'objectif, c'est que chacun fasse un travail jusqu'au prochain rendez-vous, mais qu'on se dise quand est-ce qu'est le prochain rendez-vous et quel travail on mène. C'est ça le... Moi, je vous propose, soit on se réunit fin novembre, soit on attend le 15 décembre. Quoi? Fin novembre, 15 décembre? Qui est pour le 15 décembre? D'accord. Fin novembre? Fin novembre. Et pour fin novembre, non? Je sens l'entretien se fait du grand. Non mais si, en fait, on a récupéré les coordonnées, donc on va faire fonctionner les téléphones. Oui. Déjà, est-ce qu'on ne peut pas, dans un premier temps, puisque vous avez dit que c'était à la chambre de faire le travail, est-ce qu'on ne peut pas leur demander, si vous me donnez, la liste éventuellement tous les gens qui seraient concernés? Parce que là on est une minorité. J'ai peut-être pas des centaines, mais là on est combien? On est peut-être à 15 ou 20. À 15 ou 20, on ne peut pas prendre la décision pour les autres. Il faut qu'on ait plus d'infos par rapport à ce nombre. Si on n'a pas ce nombre, on ne pourra pas avancer. Après, comme ça a été dit par Henrik ou Richard, c'est évidemment un outil de transformation finale qui permettra de mettre la note de la taille de l'outil ou de la viabilité de l'outil. Quelque part, c'est les volumes qu'on va amener. C'est tout. Mais pour savoir les volumes qu'on va amener, il faut savoir déjà combien on est capable d'en transformer derrière. Déjà, il faut savoir quoi le besoin. Oui, non, mais ça fait partie du besoin. Oui, mais le besoin, on ne sait pas, il est de combien le besoin? Si le besoin total, c'est 800 ou 900 ou 1 million de canards transformés, forcément, ça va orienter l'outil oui, mais si on ne connaît pas ce chiffre, mais ça, après, c'est libre à chacun de savoir s'il veut se lancer dans la démarche. Mais non, mais tu peux pas chiffrer quelque chose sans avoir le nombre à la base. On n'en est pas au chiffrage, là, on est déjà à lancer la dynamique et à voilà. vouloir se fédérer. Les chiffres, ils viendront au fur et à mesure. On ne peut pas contacter les conserveurs. Les conserveurs, on les a contactés. Tous n'ont pas répondu présent ce soir, mais après...
Et je pense qu'il y en a qui sont d'accord sur le principe. Enfin, moi je sais qu'on a un client masque, on est plusieurs producteurs pour lui. Il est assez révolté de la démarche qui a été prise par les abattoirs locaux. Donc il y a des gens qui sont partants pour changer de crénerie. Après, ils n'ont pas les moyens, eux, tout seuls, de lancer la démarche, mais forcément, il y aura du volume en face. Pour avancer, nous, ce qu'on peut vous proposer, c'est, on se revoit quand même le fin novembre. On aura déblayé un peu tous les pistes là, de lieux, etc. Et le 15 novembre, on essaie de définir un collectif. Et l'objectif de ce collectif, forcément, les conserveurs auront été recontactés en amont. On aura fait un travail plus précis sur le recensement des producteurs et le nombre de canards dans ces producteurs-là. Et on aura davantage de billes et d'éléments sur tout ça. Une fois qu'on vous fait cette présentation fin novembre, on décide si on poursuit cet accompagnement et dans quelles conditions. Ça vous va comme étape? Mais ça veut dire que l'étape, là, c'est nous qui bossons. Enfin, moi, je veux bien le rappeler et insister que ça nous vraiment que porter cette autonomie auprès des producteurs, ça nous semble essentiel. Mais du coup, nous, ça nous coûte quelque part aussi. Et c'est Marie, Sylvain et les copains du collectif qui vont bosser, quoi. Et ça, c'est aussi important d'avoir en tête parce que nous, on est sur d'autres missions aussi et qu'on va avoir quand même besoin de vous, notamment quand ça va téléphoner pour savoir s'il y a des besoins, dans quelles conditions, etc. Donc, si on part collectivement et du coup, nous, on va faire le boulot, il n'y a pas de problème. Mais derrière, le fin novembre, il faudra aussi que les producteurs soient là pour valider l'accompagnement. Parce que je veux bien qu'on se mouille, mais derrière, il faudra qu'un projet aboutisse, ou en tout cas que les lignes se dessinent dès fin novembre. Je ne veux pas mettre trop la pression, mais en tout cas, c'est quand même important de l'avoir en tête et je préfère être franche aussi sur ce coup-là. Moi, j'ai pas dit ça pour faire ici le boulot, c'est pas ça, c'est que. Enfin, moi, j'ai assis, c'est vraiment parce que si on ne sait pas. Oui, mais la Chambre d'agriculture ne fera pas. En fait, je veux bien que. Oui, j'ai pas au champ essayer de trouver un truc parce que là, on est une minorité. Enfin, on est une minorité. Un certain nombre. On représente tout le monde sur l'ensemble. C'est ça le truc, c'est que moi, j'ai aucune idée. Moi, je me rends pas compte. Il y a différents types de projets aussi. Là, on démarre les recherches, on démarre une fouille de terrain, de réglementation, etc., etc. On n'est pas obligé de penser pour 300 producteurs qui sont dans la mouise. On va aussi avancer, on va évoluer en marchant, quoi. Donc le nombre va augmenter peut-être que ça va passer, comme l'a proposé Mélanie, par des solutions territoire par territoire. On n'est pas obligé d'avoir tout de suite la vision ultra globale et hyper grosse et hyper effrayante aussi au passage. On peut réfléchir petit. Les CUMA, elles ne se sont pas faites en un jour. Les filières que construisent certains de vos collègues ne se sont pas faites en un claquement de doigts non plus. Ils sont en général que 7 au départ et après, de fil en aiguille, ils arrivent à 100. Bon, ben, prenons déjà rendez-vous fin novembre avec chacun. On va faire notre part aussi, ok, mais chacun a fait son travail aussi de recenser parmi les voisins qui pourraient être intéressés, etc. On arrive tous avec des listes de noms, avec des volumes en face, si vous voulez. On va faire le travail aussi de recenser des initiatives qui ont été prises sur d'autres territoires. Il y a déjà des noms qui ont circulé. On va faire ce travail-là, mais chacun le fait aussi pour qu'en le fin novembre, on ait tous des listes qu'on mette en commun et qu'on définisse des groupes de travail sur chaque thématique sur laquelle on doit avancer. Là, je ne sais pas si tout le monde a laissé ses coordonnées pour pouvoir poursuivre ce travail-là et être convoqué fin novembre.
Ceux qui le souhaitent être convoqués fin novembre, vous me le dites, on refait tourner la liste. Julien, moi ce que je propose, c'est que nous on en parle au CA fin novembre. Au CA fin novembre, on en parlera, on évoquera le sujet. Nous, à la COPA, je sais que le sujet, bon, avec Olivier, on en a déjà parlé, mais avec toi aussi, Eric, on va remettre le sujet sur la table au prochain CA et forcément, on aura une idée plus ou moins précise, mais un nombre à mettre en face, il y a des conservateurs qui sont concernés aussi, qu'on va sonder. Hein. Et après, il ne faut pas perdre de vue qu'il y a des conservateurs qui sont affiliés à la FIT, ils ne bougeront pas. Perdez pas ça de vue. C'est possible. Ah oui, il y a des intérêts financiers. Oui. Entre la FIT et certains conservateurs. Donc, ces volumes-là, tu ne les auras pas. Il faut recenser les volumes. Tu recenses chez les producteurs, mais il faut savoir si le producteur il a les mains libres pour savoir où il peut abattre. Moi, mon but, c'est qu'il ait les mains libres. Oui, mais c'est pas le cas. Mais par exemple, c'est pas le cas. Je prends l'exemple Mirabel. Un Mirabel, aujourd'hui, il ne partira pas sur... Voilà. Exactement. Aujourd'hui, il a des accords... un producteur chez Mirabel... Moi, je ne les connais pas, mais il est en cheville avec la FIT, donc après, quels sont leurs arrangements? Ça, je n'ai aucune idée. Non, je ne les connais pas, mais aujourd'hui, tu n'auras pas un producteur Biraben dans ce projet-là. Non. Voilà. Donc, il faut avoir ça à l'esprit. Mais bon, après, Biraben, c'est pas l'ensemble de la production de Canard des Landes, donc... Non, mais il faut le... Mais il y en a d'autres qui sont sur les mers libres, hein. Et il y en a d'autres qui sont bannis. Donc, il ne faut pas être défaitiste, il faut garder espoir. Moi, je pense qu'il y a de la place. Il y a de la place et il ne faut pas penser qu'on sera hors coût dans les prix, il ne faut pas penser qu'on sera uniquement sur un projet de toute petite taille ou sur 50 projets ou sur que 3 projets. C'est l'ensemble des solutions qui a été étudiées et de la prise d'information est importante. Moi je vais en faire, la prochaine fois je reviendrai avec des chiffres. J'essaierai d'avoir ce Palmagri, j'essaierai d'en avoir d'autres en Dordogne. Mais je pense qu'on peut réfléchir déjà avec des chiffres concrets, ça peut donner d'autres idées. Tu vas comme ça? Trop directive. On y va comme ça. En tout cas, merci d'être venu ce soir. On vous tient informé. Si vous avez marqué votre adresse mail, vous aurez le compte rendu de la réunion de ce soir et on essaye vraiment de partir avec du positif. On peut recréer quelque chose, même si ça semble une montagne pour le moment. Je crois qu'il y a des pistes de travail qui peuvent être sérieuses et on peut retrouver de l'autonomie et retrouver notre pouvoir décisionnaire et notre outil de production. Merci pour ce soir.